Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors dans ce premier épisode d'Actu Territorial depuis le début du confinement, on va forcément beaucoup parler du coronavirus. De toute façon, tu as dû le remarquer, même dans la presse spécialisée de la territoriale, on parle quasiment que de ça, c'est normal, c'est bien sûr lié à cette importance de la crise sanitaire, hein, et puis aussi sur le fait que ça chamboule tout dans toutes les strates de la société, y compris dans le petit monde de la territoriale forcément. Toi-même, si tu travailles dans la territoriale, tu as dû voir qu'au niveau du travail, ça a changé. Tu es peut-être confiné, peut-être que tu travailles toujours, mais peut-être que tu es en télétravail, ou alors sur le terrain, mais avec des conditions très particulières. Bref, ça nous affecte tous, et la territoriale, évidemment, fait pas exception. Donc on commence avec un article sur lagazette.fr, c'est une interview de Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités, et qui a eu cette sortie magique, on va dire, puisqu'il dit qu'il n'y aura pas d'argent magique en sortie de crise, on va dire, du coronavirus, donc notamment pour les collectivités territoriales. Il va falloir faire des efforts colossaux, c'est ce qu'il nous dit, par rapport aux finances locales. Alors dans cette interview, on voit beaucoup d'autres choses, mais le point moi sur lequel je veux axer, c'est sur le fait que le coût du coronavirus sera très important pour les collectivités, puisqu'on lui pose la question à un moment de savoir si ce coût sera compensé par l'État, et il répond que cette crise financière, elle est pour la nation tout entière, y compris pour les collectivités, que donc il n'y aura pas d'argent magique, c'est l'expression qu'il utilise, que tout le monde devra faire des efforts, collectivités comprises, et que rien pourra être comme avant. Donc il nous prépare psychologiquement à des gros efforts, à des gros changements au sein des collectivités. En gros, parce qu'il ne le dit pas, mais il faut appeler un chat, il nous prépare à une politique d'austérité. Simplement, je t'invite à aller voir, si t'es curieux, un article plus récent sur la Gazette aussi, une interview de Thomas Porcher, un économiste, qui nous rappelle que la gestion de crise en France post-2008 a été justement l'austérité, et que selon lui, la France a mis 10 ans à s'en remettre, là où les États-Unis, eux, ont fait une politique de relance, et auraient mis, toujours selon Thomas Porcher, 3 ans seulement à s'en remettre. Donc voilà, il nous dit attention, faut pas retomber dans nos vieux travers de politique d'austérité post-crise, mais au contraire que c'est plutôt par la relance qu'on relance justement un pays et une économie en crise. Donc je te laisserai aller voir les deux articles si ça t'intéresse, d'avoir un peu les deux visions, la vision du ministre qui est vraiment austéritaire, et puis celle de Thomas Porcher, pour compenser un peu les deux visions des choses, et puis voir ce que tu en penses derrière. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr, toujours coronavirus forcément. Donc on nous dit que les collectivités renforcent les services de solidarité. En fait, c'est un article qui te liste un peu certaines actions de collectivités face au coronavirus. Et on voit bien que la plupart des collectivités n'ont pas attendu les prérogatives, on va dire, de l'État, dont on parle d'ailleurs dans l'interview de Sébastien Lecornu, il parle de ça, pour agir. Donc par exemple, on a des communes comme Lille et d'autres qui renforcent l'aide alimentaire, puisque il y a toujours des besoins en aide alimentaire, y compris pendant cette crise sanitaire, donc il faut bien assurer ce service. On a également les aides sociales qui sont toujours d'actualité pour les départements notamment, donc les APA, le RSA, etc., qu'il faut continuer à assurer. Et on a également la question de la mise à l'abri des sans-domicile, donc la mise à l'abri, mais aussi également les douches publiques, etc., qui posent de vraies questions sanitaires, évidemment, mais qui sont des services toujours assurés par les villes. Et on nous prend par exemple les villes de Nantes et de Grenoble qui maintiennent les douches municipales en démultipliant les précautions, ce qu'on nous dit ici. Donc voilà, il y a plusieurs services comme ça qui doivent continuer à être assurés. Et notamment un service dont tu as dû entendre parler dans les médias nationaux, c'est la violence faite aux femmes qui malheureusement exploserait en cette période de confinement. Et donc ce qu'il faut que les femmes sachent, c'est que ce service d'aide aux femmes battues continue, même en période de confinement, et que les collectivités, dans leur grande majorité, continuent vraiment le travail là-dessus, avec des mises à disposition d'appartements pour ces femmes, avec des associations aussi qui sont là en soutien,
Bref, le combat continue, donc voilà, faut pas hésiter à appeler tous ces numéros verts pour se faire aider. Ensuite, un article sur France TV Info, donc à propos de l'intervention d'Emmanuel Macron, tu as dû la voir cette semaine, dans une usine près d'Angers, où ils sont en train de fabriquer tout un tas de masques. Donc justement, il est intervenu sur ce sujet-là, sur l'approvisionnement de masques, mais même de matériel, on va dire, en général, pour lutter contre l'épidémie. Bon, avec plusieurs chiffres, on nous dit qu'il y aura 15 millions de masques par semaine pour les soignants. Bon, sachant qu'après, il y a une guerre de chiffres aussi, on nous parle de 15 millions de masques par semaine. Certains médecins nous disent qu'il en faut 40 millions par semaine, rien que pour le monde médical. Donc bon, voilà, il y a une guerre de chiffres après qui se fait, entre affichage politique et réalité de terrain. On a aussi, je t'ai sélectionné cet article parce qu'il reprend, on va dire, les données officielles du président de la République. Après, tu as tout un tas d'articles sur les masques. On va en voir un deuxième d'ailleurs juste derrière. C'est vraiment le sujet important de la semaine, la gestion des masques et autres matériels type respirateurs, etc. Donc là, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse, si tu n'as pas déjà vu surtout. C'est les chiffres qui ont été donnés par le président de la République par rapport à la fabrication des masques FFP2 et autres types de masques, les respirateurs aussi, avec des entreprises comme PSA par exemple, qui se mobilisent pour en construire. Idem sur le gel hydroalcoolique et puis sur aussi des commandes massives de médicaments. Bref, j'imagine que tu as vu cette news, mais si tu n'as pas regardé ça à la télé, tu peux aller voir cet article qui te résume tout ça. Et puis un autre article à propos des masques, à propos de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui ne préconise toujours pas le port du masque, sauf si on est soignant ou sauf si on est malade. Donc ça, c'est pour faire écho un peu aux propos de la porte-parole Sibeth Ndiaye du gouvernement, qui disait que le masque, ça fait le tour du web, que le masque était un geste technique, que c'était compliqué de mettre un masque, que c'est pour ça d'ailleurs que la France ne préconisait pas le port généralisé du masque. Bon, ça a fait rire beaucoup de gens, rire jaune. Moi le premier, je t'avoue. Maintenant, voilà, elle se base pour avoir sorti cette connerie pour beaucoup de gens, moi le premier, elle se base quand même sur un des deux arguments de l'OMS, donc on peut lui accorder ça. C'est que, effectivement, l'OMS nous dit que porter un masque peut avoir un effet contre-productif quand on ne sait pas comment le mettre ou l'utiliser. Et effectivement, c'est vrai que quand une personne met un masque sans s'être lavé les mains au préalable, et qu'après elle passe tout son temps à toucher son masque, à le remettre. On en voit, moi j'ai vu des vidéos sur internet de gens qui font que de remettre leur masque, des journalistes ou autres. Bon c'est sûr que c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Maintenant, moi je suis convaincu qu'avec un peu de pédagogie, avec des messages officiels du gouvernement, je pense que l'énorme majorité des Français, en quelques jours, sauraient comment utiliser un masque. Mais ça, c'est le premier argument de l'OMS, donc il faut quand même entendre, mais qui est facilement, entre guillemets, contrable. Je ne sais pas si ça se dit, contrable, enfin bref, qu'on peut facilement contrer avec un peu de pédagogie. Et puis, le deuxième argument de l'OMS, et qui pour le coup est, je pense, le vrai argument, c'est qu'il y a un risque de pénurie mondiale de masques. On l'a vu ces derniers jours, notamment avec les Américains qui rachètent les stocks français sur le tarmac en Chine. On voit qu'il y a une vraie guerre mondiale des masques. Et donc c'est ça le vrai argument, c'est que le gouvernement de toute façon ne peut pas, pour l'instant, généraliser le port du masque à tous les citoyens, puisqu'il n'en a pas les moyens matériels. C'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de production, d'accès à la production. Et voilà, on voit bien qu'il y a, il y a toute une production qui se lance en France. Pour certains critiques, c'est trop tard. Et moi, pour être transparent avec toi, je fais partie de ces gens qui critiquent le gouvernement sur cette politique, cette non-politique de prévention des masques, sachant qu'il y a encore quelques années de ça, on produisait beaucoup de masques et que ça a été arrêté, enfin plus ou moins arrêté, parce que on avait accès à des masques low cost en Chine et qu'on se disait que le marché régulerait très bien ça. Apparemment, si on écoute le président et le premier ministre, c'est pas encore l'heure des règlements de compte, c'est l'heure de l'unité nationale. Ça peut s'entendre comme argument, mais sachant qu'il y a d'autres pays qui ont réagi autrement, je pense à des pays comme Taïwan, comme à la Corée du Sud, et qui ont eu des politiques très actives en termes de port de masque et en termes de tests de la population, avec des résultats quand même bien meilleurs que les nôtres.
je pense qu'il est légitime de remettre en cause les choix qui ont été faits par nos gouvernements, donc gouvernement actuel, mais aussi gouvernement précédent, en termes de casse de l'hôpital, en termes de gestion des masques. Bref, tu auras compris mon avis là-dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Et donc on a tout un tas d'articles qui sont sortis sur les masques, notamment, je sors pas ça de mon chapeau, Taïwan et la Corée du Sud. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis aussi sur ces gestions de crise de coronavirus dans ces pays. Donc si tout ça t'intéresse, tu peux bien sûr aller voir. Tape masque sur Google, puis tape sur l'onglet news ou information, ça dépend si c'est en français ou en anglais, et tu verras, tu auras plein d'articles sur le sujet. Voilà, il y a quand même des choses à redire. Bon, on verra en sortie de crise comment tout ça est géré et puis comment le gouvernement justifiera sa gestion de crise et d'avant-crise, puisque la crise du coronavirus, elle n'est pas sortie d'un coup comme ça vers mi-mars, elle est là quand même depuis des mois. Et enfin, dernier article sur la Croix à propos d'Édouard Philippe qui a fait plusieurs interventions. Donc là, il y a eu une intervention à la télé jeudi soir, mais avant ça, il y a eu aussi une intervention donc auprès auprès du Parlement, auprès de représentants du Parlement, en visioconférence notamment, avec les chefs de groupe parlementaires. Donc le Premier ministre était questionné sur justement cette gestion de crise et sur notamment un point aussi important qui est la sortie du confinement, donc le déconfinement, et plusieurs pistes sont évoquées par le Premier ministre. Donc pour l'instant, très clairement, c'est assez normal que le Premier ministre marche sur des œufs, il n'y a rien de sûr tant qu'on ne voit pas au niveau de la courbe comment ça se passe, la courbe de mortalité, la courbe de nouveaux cas en réanimation, etc. Pour l'instant, on est au cœur de la crise, donc la stratégie de déconfinement, elle ne va pas sortir comme ça d'un coup d'un chapeau. Il y a par contre une réflexion qui est menée par le gouvernement en lien avec le monde médical et le monde de la recherche pour savoir qu'est-ce qui est un bon déconfinement. Très clairement, le Premier ministre a dit que ce ne sera pas un déconfinement massif, généralisé d'un coup. Ce sera sûrement en plusieurs étapes. Maintenant, quels seront les critères de ces étapes? Est-ce que ce sera par âge, sachant que peut-être les plus jeunes seraient déconfinés plus tôt que les plus anciens? Est-ce que ce sera région par région, puisqu'on voit bien que le virus ne touche pas les régions de la même façon? En tout cas, pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, l'Est et l'Île-de-France, ou encore la Corse, qu'on oublie trop souvent, sont très touchés par rapport aux régions de l'Ouest et du Sud-Ouest, par exemple. Maintenant, est-ce que ça ne va pas s'inverser d'ici quelques jours ou semaines? Voilà, tout ça est complètement incertain. Donc c'est aussi sur la base de cette incertitude que le Premier ministre évoque ces pistes. Bien sûr, il y a aussi le côté dépistage, test. Est-ce qu'on va devoir tester toute la population avant un déconfinement? Mais les premiers articles qu'on voit à ce sujet sont très pessimistes, puisque si on se base sur les chiffres du gouvernement en termes de capacité d'achat de tests et de production de tests, il y a même certaines projections qui disent qu'on arriverait à un an, à quasiment un an, pour pour tester tout le monde, donc ce qui n'est pas possible, d'où quelque chose qui monte un petit peu chez certains journalistes, c'est l'idée que le gouvernement ne le dit pas, mais jouerait quand même sur ce qu'on appelle l'immunité collective, et donc sur le fait que le gouvernement aurait accepté finalement l'idée que environ 60% de la population, au final, dans cette crise, aurait chopé le virus pour qu'il meure de lui-même finalement, puisque les médecins s'accordent à dire que si environ 60% d'une population a ce virus, il décroît de lui-même, parce que c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Bon. Pour l'instant, on en est un peu au moment où je fais cette vidéo, au balbutiement de cette théorie. Au début, c'était un peu dans les milieux dark du web, en mode théorie du complot. Mais on voit quand même de plus en plus de journalistes, on va dire entre guillemets un peu plus sérieux, qui commencent à évoquer cette idée et qui se basent en plus sur des propos de certains membres du gouvernement, donc qui commencent à demi-mot évoquer ce genre d'idée. Donc voilà, encore une fois, là on marche sur des œufs, on y verra peut-être plus clair la semaine prochaine. En tout cas, moi je serai assez vigilant là-dessus, et puis on regardera ça dès la semaine prochaine. Je te dirai un peu comment ça évolue dans différents articles, dans différents médias.
Donc voilà, c'était tout pour moi cette semaine. Évidemment, actu territorial, ce sera un peu différent là ces prochaines semaines. J'essaierai quand même de garder le lien avec les médias spécialisés de la territoriale, d'avoir quand même un peu cette vision territoriale pour continuer à préparer tes concours tranquillement. Notamment, je pense au fait, là je ne l'ai pas sélectionné, enfin j'en ai pas parlé, mais il y avait un article aussi sur la gestion des tri, enfin de tri des déchets, avec la plupart des villes qui ont mis de côté justement ce tri sélectif par souci de sécurité pour leurs agents. Donc voilà, il y a quand même des choses qui touchent aussi le microcosme de la territoriale en termes d'organisation. Donc voilà, j'essaierai de faire un mix entre ces problématiques purement territoriales et puis quand même ce qui nous intéresse tous en tant que citoyens, la gestion de cette crise par le gouvernement. Voilà, j'espère que ça t'a plu quand même et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!